Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, c'est une visite officielle qui démarre ce jeudi. En ligne de mire, le renforcement de la coopération entre les deux pays. Il est prévu la signature d'accords dans divers domaines mutuellement bénéfiques. Le président de la République du Niger est en Côte d'Ivoire. Mohamed Bazoum s'est entretenu avec le président Alassane Ouattara. Et de nouvelles personnalités prennent fonction à la Cour des comptes. Il s'est déroulé ce jeudi l'audience solennelle d'installation de ces nouveaux membres, des acteurs qui viennent renforcer les actions de l'institution. C'était au palais de la présidence de la République à la salle des pas perdus, en présence du vice-président Timoko Melie-Kone. En 10 ans, le bilan est satisfaisant. Des résultats enregistrés. 15 000 femmes sont répertoriées avec un nombre important d'acquis dans divers domaines d'activité dans le pays. Le compédium des compétences féminines a contribué à l'autonomisation et la participation des femmes à la vie politique et socio-économique de la Côte d'Ivoire. Alors que la trêve sociale arrive à échéance, c'est l'heure du bilan. 357 milliards de francs CFA décaissés sur la période pour répondre aux revendications, notamment le stock des arriérés, l'intégration des contractuels, satisfaction du côté des partenaires sociaux, le gouvernement et les syndicats de fonctionnaires se sont rencontrés. Le président de la République du Niger est arrivé ce jeudi après-midi à Abidjan, accueilli par le vice-président de la République, Timoko Melie-Kone. Mohamed Bazoum est en Côte d'Ivoire pour une visite officielle. Et dès son arrivée, il a eu un entretien avec le président de la République, Alassane Ouattara. Il est également prévu la signature d'accords et d'un point presse. Et dans la soirée, se tiendra un dîner officiel en l'honneur du président Mohamed Bazoum et de la première dame du Niger. Sur toutes ces articulations, nous y reviendrons dans quelques instants seulement. Et là-bas, au palais de la présidentielle, il s'est tenu cette prise de fonction des nouvelles personnalités à la Cour des comptes. Et s'est déroulé donc ce jeudi l'audience solennelle d'installation de ces nouveaux membres. C'était en présence du vice-président Timoko Melie-Kone. Voici le reportage de Viviane Aimé. Si la Cour des comptes a été créée le 9 janvier 2018 par le président de la République Alassane Ouattara pour contrôler la gestion des finances publiques, cette haute juridiction administrative vient d'être dotée de ressources humaines pour lui permettre de travailler efficacement. Ce jeudi 23 juin s'est déroulé au palais présidentiel en présence du vice-président de la République, Kone Timoko Melie, représentant le président de la République, l'audience solennelle d'installation des nouveaux membres de la Cour des comptes. Mis à part le président de la Cour des comptes, Kanvali Diomandé, qui a déjà prêté serment le 8 janvier 2018 en présence du président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel, l'audience solennelle de ce jeudi 23 juin a vu l'installation du procureur général près la Cour des comptes, Koulibaly Ahmed Souleymane, 30 ans d'exercice de la magistrature, magistrat hors hiérarchie. L'installation du président de chambre, l'installation des conseillers maîtres, des conseillers référendaires, des auditeurs. Ces nouveaux membres sont issus des rangs de la magistrature, mais aussi de l'administration publique. Pour ces derniers qui intègrent désormais le corps de la magistrature, un cérémonial de prestation de serment a eu lieu. La Cour des comptes, désormais dotée d'une solide armature en ressources humaines, le président de cette institution, Kanvali Diomandé, a salué la détermination du président de la République à voir la Cour des comptes jouer pleinement son rôle. La Cour doit veiller par son action permanente de vérification au respect de la transparence dans la gestion publique, à l'accès de tous aux résultats de ces contrôles, à la soumission de tous les gestionnaires publics au droit, à la reddition des comptes par tout agent dépositaire d'un mandat public, ainsi qu'au respect des règles et des pratiques favorisant la performance dans le secteur public. Le jour de son installation en 2018, la Cour comptait qu'une vingtaine de magistrats, dont près de la moitié a été depuis admis à faire valoir ses droits à la retraite. Honorables invités, vous pouvez comprendre nos remerciements très appuyés à Monsieur le Président de la République, dont la vision est, entre autres, de conforter l'exemplarité de la gestion publique
pour hisser notre pays au panthéon des États respectés dans le monde. Ainsi, il a autorisé, rien que pour le siège, l'ouverture de postes budgétaires et le recrutement de 17 nouveaux magistrats en 2020 et 16 en 2021. L'effectif des magistrats de la Cour est ainsi passé d'une vingtaine en 2018 à 53 en 2022. C'est cette évolution très appréciable de l'effectif de la Cour qui donne à la présente cérémonie toute son importance. Le personnel magistrat de la Cour est sensiblement renforcé et rajeuni, comme vous avez pu le constater. Pour sa part, le procureur général qui prend ainsi officiellement fonction a engagé la responsabilité des nouveaux membres. L'installation dont vous venez de faire l'objet est l'acte officiel par lequel vous êtes désormais habilité à exercer vos fonctions. Je vous exhorte par conséquent à de la rigueur et à un sens élevé des fonctions qui sont désormais les vôtres afin de mériter la confiance que portent nos concitoyens à la haute institution à laquelle vous appartenez à ce jour. Avec cette audience solennelle d'installation qui vient parachever sa création le 9 janvier 2018, la Cour des comptes est désormais apte à assurer ses missions. Des missions avec un seul objectif, le développement de la Côte d'Ivoire, un développement qui se fera avec une forte implication des femmes. C'est ce qui justifie la mise en œuvre du Compendium des compétences féminines. Depuis 10 ans, plusieurs personnalités, partenaires et associations en préparent une cérémonie marquant cette décennie au service de la promotion des femmes. 15 000 sont répertoriés avec un nombre important d'acquis dans divers domaines d'activité, comme on peut le voir dans ce reportage de Patricia Omouetia. Programme de valorisation des femmes, le Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, initié par le président de la République, célèbre ses acquis après 10 ans d'existence. Élu meilleur programme africain de valorisation des compétences féminines par le PNUD, aujourd'hui, le COCOFSI, c'est 1500 femmes impactées par le programme. J'ai un niveau CP2. Je me suis présentée, j'ai eu le CP. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans la politique. Aujourd'hui, grâce au Compendium, je peux parler devant 1000 personnes, je n'ai pas honte. Le Compendium m'a apporté beaucoup dans ma vie et ça m'a permis vraiment d'être une femme épanouie et de former aussi mes soeurs au niveau de tout le peuple. Piloté par la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision, le COCOFSI regroupe à ce jour plus de 15 000 femmes. Selon Euphrasie Yao-Kwasi, c'est le résultat de la volonté du président de la République de promouvoir la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées. Au Compendium, on travaille toujours avec ce qu'on a appelé COFA. Et en fait, c'est un outil qu'on a créé qui signifie conscientisation, formation F et puis A, action. On ne peut rien faire s'il n'y a pas d'abord le changement de mentalité. Et donc, toutes nos actions, c'est ce qu'on fait. Conscientise d'abord. Quand tout le monde est d'accord, on les forme, on leur donne des outils et maintenant on est sur le terrain. Pour la représentante du chef de l'État, cet outil permet de sortir de l'ombre toutes les femmes talentueuses qui n'arrivent pas à faire valoir leurs compétences. Je voudrais, au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, profiter de cette tribune pour saluer toutes celles et tous ceux qui mènent des actions en faveur du leadership et du développement personnel des femmes et des jeunes filles pour les mettre en lumière et les booster. Avec le thème « Valorisation des compétences féminines », quel impact pour la transformation de l'Afrique? La célébration des 10 ans du Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire va s'étendre sur 3 jours, ponctués de panels et de conférences. Et l'actualité, c'est aussi la trêve sociale 2017-2022. Gouvernement et organisations syndicales font le bilan. 357 milliards de francs CFA décaissés pour honorer les engagements de l'État. Cette enveloppe a permis de répondre aux revendications, notamment le stock des arriérés et l'intégration des contractuels. On le verra dans ce reportage de Grace Kando. C'est la satisfaction du côté des partenaires sociaux.
La ministre Anne-Désirée Ouloto reçoit les résolutions de l'atelier bilan de la trêve sociale 2017-2022 des mains de l'inspecteur général de la fonction publique. 3 jours durant, gouvernement et syndicats se sont retrouvés dans la commune de Grand-Bassam pour plancher sur les acquis des engagements pris au cours de ces 5 dernières années pour le retour au calme dans l'administration publique. Ce que nous recherchons, c'est le dialogue social, parce que c'est le levain de l'amélioration des conditions sociales des travailleurs. Les engagements de l'État ont été satisfaits, même s'il y a quelques éléments à parfaire. Un bilan qui a été fortement apprécié, mais qui, à certains points, comporte des éléments de faiblesse que nous avons demandé à l'État de corriger, principalement sur la liberté syndicale. Privilégier le dialogue social doit être un préalable au dit du président du comité de suivi. Maintenant, ce que nous voulons, c'est que la culture du dialogue social s'enracine, se renforce chaque jour, afin que par ce dialogue, on puisse éviter les grèves et que le pays connaisse le développement dont il a besoin. La mise en œuvre de la trêve sociale 2017-2022 a coûté plus de 357 milliards de francs CFA. Le document bilan sera transmis au Premier ministre. Aujourd'hui, le Premier ministre dispose de plusieurs documents. Le bilan, il dispose du rapport général de ce séminaire. Il dispose également de la matrice des revendications nouvelles qui nous sont venues de toutes les organisations syndicales, ainsi que d'un chronogramme de rencontres. À partir donc de ces différents documents, le Premier ministre organisera les rencontres en vue de faire en sorte que le dialogue puisse à nouveau prévaloir. Nous avons un seul objectif, qui est celui de la paix. La ministre Anne-Désirée Ouloto entend mettre tout en œuvre pour un suivi rigoureux des résolutions. Je vous le disais à l'instant, le président de la République du Niger est arrivé ce jeudi après-midi à Abidjan, accueilli par le vice-président de la République, Timoko Mélié-Koné, Mohamed Bazoum, qui est en Côte d'Ivoire pour une visite officielle. Et dès son arrivée, il a eu un entretien avec le président de la République, Alassane Ouattara. Il est prévu la signature d'accords. Justement, je vous propose d'écouter les 2 chefs d'État. Nous avons le grand honneur d'accueillir en visite officielle Monsieur le Président Bazoum du Niger, un ami de longue date. Et les relations entre le Niger et la Côte d'Ivoire sont des relations spéciales, bien connues. Je disais tout à l'heure que nos drapeaux l'attestent. En fait, le drapeau ivoirien est le drapeau du Niger sans le soleil. Donc c'est dire à quel point nous sommes liés, une très grande fusion entre nos 2 premiers chefs d'État, le président Amani Diori et le président Houphouët-Boigny. Je suis très heureux et très honoré, Monsieur le Président, de vous accueillir en terre ivoirienne, votre pays, et vous dire que le peuple ivoirien est un peuple hospitalier, et aussi louer et féliciter la communauté nigérienne pour sa contribution à l'essor économique de la Côte d'Ivoire. C'est une communauté bien intégrée, et je dois vous le dire et m'en féliciter. Nous avons fait ensemble un tour d'horizon sur bien sûr la situation dans nos 2 pays, mais également dans la sous-région et au plan international. Je dois dire que nous avons les mêmes préoccupations, la question de la sécurité, notamment la lutte contre le terrorisme, les questions bien sûr économiques et financières, avec le Covid, avec la guerre en Ukraine, et bien sûr le contexte international dans son ensemble. Bien évidemment, nous sommes membres, tous les 2 pays de l'Union monétaire ouest-africaine, ce qui nous permet d'avoir des coordinations très étroites, mais également de la CEDEAO et bien évidemment de l'Union africaine. D'ailleurs, nous avons un sommet de la CEDEAO bientôt, le 3 juillet à Accra. Donc nous avons essayé d'harmoniser nos points de vue sur ce dossier délicat.
que ce soit sur le Burkina, le Mali ou la Guinée. Ce sont des pays voisins de la Côte d'Ivoire et bien sûr le Burkina et le Mali sont voisins du Niger. Donc ce sont des pays avec lesquels nous voulons entretenir et développer des relations de confort, de confiance aussi, mais souhaiter surtout que le processus démocratique avance conformément à nos souhaits et que les peuples de ces pays ne continuent pas de souffrir de l'environnement actuel. Donc le prochain sommet de la CEDEAO est quelque chose de très important pour nous. Il s'agit non seulement de nos frères des pays voisins, mais également de la sécurité dans nos propres pays. Je suis très heureux d'être à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en visite officielle. Cette fois-ci, je suis venu à 3 reprises déjà pour des rencontres, mais j'y venais aussi parce que je venais pour le président Ouattara, pour marquer mon attachement à la Côte d'Ivoire et à la relation bien singulière qui lie nos deux pays. La Côte d'Ivoire, dans nos cadres d'intégration, que sont l'UEMOA d'abord, et ensuite la CEDEAO, un pays très important. Et Monsieur le Président, nous sommes heureux de voir que la Côte d'Ivoire a pu se retrouver sur ses bases et jouer son rôle de locomotive de l'UEMOA et d'acteur important à la CEDEAO. Le président Ouattara est l'un des plus anciens maintenant et à ce titre quelqu'un de très averti qui nous donne les meilleurs conseils à l'occasion de nos rencontres et nous faisons toujours très attention à ce qu'il nous dit. Nous avons une communauté très importante qui vit ici depuis toujours et qui vit de façon confortable, qui mène des activités économiques importantes, une communauté dont la spécificité, c'est aussi d'être tournée vers le Niger, qui investit beaucoup au Niger. C'est vraiment le modèle de communauté à l'étranger que nous voulons promouvoir comme ça. Mais si les Nigériens sont si à l'aise en Côte d'Ivoire, c'est parce que le peuple de Côte d'Ivoire les a accueillis avec son hospitalité que lui reconnaissent tous les peuples de l'Afrique de l'Ouest. C'est un pays qui a été vraiment un carrefour pour les peuples des pays, non pas seulement du Conseil de l'Entente, mais en tout cas de l'UEMOA, de façon générale, et les autorités, en particulier le président Ouattara, le gouvernement, ont toujours fait très attention à la façon dont vivent les communautés qui sont accueillies et qui sont traitées avec une hospitalité tout à fait remarquable. Je suis venu remercier le président Ouattara pour la façon dont justement sont traités les Nigériens ici. Et je suis venu aussi faire avec lui un tour d'horizon des problèmes qui nous concernent. L'adresse des chefs d'État ivoiriens et nigériens, le président Mohamed Bazoum, qui est en visite officielle en Côte d'Ivoire. Je vous conduis à présent au Maroc, à Rabat. Il s'est ouvert ce jeudi la 28e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. La délégation ivoirienne est conduite par le président de l'Assemblée nationale, également président de l'APF. Adama Bictogo invite ses élus africains à plus d'engagement pour le développement économique, politique et social du continent. Konaté Moussa et Dramé Lamine, nos envoyés spéciaux à Rabat. 28e Assemblée régionale de l'APF, Assemblée parlementaire de la francophonie. À Rabat, au Royaume du Maroc, les sections africaines de l'institution parlementaire francophone sont réunies pour échanger sur divers sujets relatifs au développement du continent. La séance est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Adama Bictogo, président de l'APF, situe les enjeux. L'Assemblée régionale Afrique de l'APF est une occasion de partager les réflexions et les décisions des présidents d'assemblée et de section. Elle a également pour objectif de créer un cadre d'échange entre parlementaires sur les questions d'actualité qui intéressent particulièrement notre continent.
Plusieurs thématiques au menu de cette rencontre parlementaire internationale. Démocratie, paix et stabilité, promotion du genre, la question de l'environnement et du changement climatique. Les parlements des États africains sont donc invités à plus d'engagement. Il serait illusoire de parler de stabilité, de développement si l'environnement africain n'est pas débarrassé des nombreux et pressants défis qui le caractérisent. Qu'il s'agisse de la menace du terrorisme ou de l'extrémisme violent, de la résurgence des changements anticonstitutionnels de gouvernement ou des divers impacts du réchauffement climatique. En effet, les menaces sur la paix et la stabilité des États apparaissent de plus en plus visibles et remettent en cause les acquis et l'ancrage démocratique amorcé dans nos pays. Devant une telle situation, nous devons mener des réflexions à l'effet de comprendre les causes d'un tel recul démocratique, mais surtout en rechercher les solutions profondes et durables. Ouvert ce jeudi 23 juin, les travaux de la 28e session régionale Afrique de l'APF prendront fin le vendredi 24 juin. Et ici en Côte d'Ivoire, ce jeudi, à l'initiative de la Fédération ivoirienne des droits de la jeunesse, des étudiants ont été reçus par le Conseil économique, social, environnemental et culturel, salle de la Fosse, salle des pas perdus, bâtiment administratif, une visite guidée pour ces étudiants en immersion. Ils ont surtout été instruits sur le fonctionnement, les attributions et l'historique du CESEC, représenté par son secrétaire général Claude Nguessan. L'objectif est d'emmener les futurs cadres à mieux connaître le fonctionnement des démembrements de l'État. L'association bénéficie du soutien du ministère en charge des relations avec les institutions de la République. Le président du CESEC, représenté par son directeur de cabinet, Tanoa Diouba-Marie, a salué cette action qui permet à la Chambre consultative de se rapprocher de la population. Et le ministre britannique des Forces armées est en visite de travail en Côte d'Ivoire. Il a rencontré le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Wagondo Diomandé. Ils ont évoqué les questions liées à l'insécurité et au grand banditisme. Le Royaume-Uni veut accompagner le pays dans la lutte contre ces fléaux. Abou Sanougou. Le ministre britannique des Forces armées, James Epi, reçu par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Wagondo Diomandé, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense. Sujet abordé, la coopération militaire et sécuritaire entre le Royaume-Uni et la Côte d'Ivoire et la situation dans le Sahel, surtout la lutte contre le terrorisme. J'ai eu un meeting très intéressant avec le ministre concernant le front au niveau du Sahel et aussi au niveau de la priorité au sud. Et je suis très encouragé de pouvoir travailler avec la Côte d'Ivoire, non seulement au niveau bilatéral, mais au niveau multilatéral, et continuer de collaborer pour garantir une sécurité au niveau de la Côte d'Ivoire. Les questions que nous avons abordées sont des questions d'intérêt et qui sont de la plus haute importance dans le cadre de la coopération qui lie nos deux pays. Nous avons compris qu'en mettant ensemble nos efforts, nous parviendrons à combattre efficacement le terrorisme. Je voudrais, au nom du ministre d'État, ministre de la Défense, vous remercier pour cette opportunité que vous nous donnez de faire en sorte que le Royaume-Uni accompagne la Côte d'Ivoire dans sa lutte contre les fléaux que sont le terrorisme, la lutte contre la drogue et la criminalité de façon générale. Le séjour en terre ivoirienne du ministre britannique des Forces armées est une étape d'une tournée qu'il entreprend depuis quelques jours dans les pays de la sous-région ouest-africaine pour s'imprégner des défis sécuritaires auxquels ils sont confrontés, mais également envisager les moyens de les aider à y faire face. Et voyons à présent cet acte qui soulage les étudiants. Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, vient de livrer la cité universitaire de Vridi. Elle était fermée depuis la crise post-électorale de 2011. Évidemment, cette réouverture de la cité vient améliorer les conditions de vie et d'apprentissage. Le reportage de Sephora Zegui. Bonne nouvelle pour les étudiants n'ayant pas de logement. Ils vont retrouver enfin le sommeil dans la cité universitaire de Vridi. On parlait de titulaire de la chambre cambodgienne. Mais aujourd'hui, il y a plus qu'un Cambodgien. De toute façon, on se retrouve à 4-5 dans une chambre.
Vous voyez, donc ça c'est ouf de soulagement. Nous sommes contents, nous disons merci au ministre, nous disons merci à toutes ces autorités qui ont contribué à faire en sorte que la vie en résidence universitaire soit possible ici au niveau d'Evridy. 4 bâtiments disposant au total de 420 lits, une infirmerie et des cuisines ont été rénovés afin de résoudre la problématique du logement. Nous venons de prendre possession de la cité d'Evridy pour 420 lits qui vont s'ajouter à tout ce qui aura été acquis avec les autres cités qui ont été déjà réhabilitées et les cités qui sont en cours de réhabilitation. Donc vous comprenez que ça nous fera autant d'étudiants que nous pourrons loger. Donc pour toutes ces raisons-là, je pousse vraiment un ouf de soulagement. Et croyez-moi, l'effort du gouvernement continue. Lors de la remise de ces bâtiments aux responsables des CROU, Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, annonce de bonnes nouvelles. Non seulement les cités universitaires périphériques d'Abidjan qui restent, notamment à Bobo 1 et 2, Port-Boué 3, toutes ces cités-là vont bientôt ouvrir leurs portes. Et de la même façon, on a actuellement une nouvelle cité de 1200 lits qui est en construction à l'Université générale Lourignol Guédé de Daloa et une autre de 2400 lits à l'Université Pelifro Gon-Coulibaly de Porogo. Mais également, nous avons actuellement dans les pipes un projet de financement avec la Deutsche Bank qui va nous permettre de construire des cités de 500 lits à Cocody, de 2000 lits à Bobo-Adjamé et de 2000 lits à Boaké. Donc vous voyez que le gouvernement fait énormément d'efforts pour que les transferts sociaux soient revus dans le sens souhaité par tous les acteurs du système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Des projets au niveau de l'enseignement supérieur, il y en a. Très prochainement, des classes préparatoires universitaires verront le jour au pôle d'excellence de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le ministre annonce également l'ouverture très prochaine des instituts universitaires de technologie. Et dans l'actualité politique ce soir, lancement des activités des colombes du RHDP à Gagnoa. Alcide Diédié en a profité pour appeler les cadres du département à terre les mésententes. Il exhorte alors au rassemblement pour soutenir les actions de développement et de cohésion dans le pays. Didier Nguessan. Une quinzaine de bâches dressées pour cette cérémonie au quartier d'Ilabougou, où plusieurs cadres se sont réunis autour de l'événement du jour, l'investiture des responsables du mouvement, les colombes du RHDP. Ce mouvement a déjà mis sur place 45 sections au niveau de la région du Gor. Pour la fondatrice du mouvement, Ange Maltide Dion, par ailleurs présidente des femmes du monde associatif RHDP dans le Gor, l'heure est à la cohésion et à la réconciliation. Elle a donc expliqué son approche pour y parvenir. Nous avons fait le lancement des responsables des sections parce que comme elles ont été courageuses, elles ont été courageuses de faire 45 sections. Il faut les encourager. C'est après ça maintenant qu'on va se mettre ensemble pour voir le travail que nous devons faire ensemble et puis élire une présidente pour soutenir le RHDP dans toutes ses actions. Député maire de Gagnoa, Issouf Diabaté s'est réjoui du choix d'Alcide Diédié comme parrain de l'événement qu'il a présenté comme un homme de qualité pour ce parti. Bénéficiant de l'appui de la plateforme de soutien aux actions de développement, une organisation de défense, de promotion et de soutien aux bâtisseurs de la cité, Alcide Diédié a promis mener des actions afin que tous les cadres du RHDP dans le Gor rejoignent le bloc de la paix et de la cohésion. Il faut que le RHDP forme un bloc dans le Gor. Il ne faut plus que le RHDP soit divisé et c'est ce que nous avons initié aujourd'hui avec la présence du maire Diabaté, du député Abel Dioré, du député Jean Camara. Et les cadres, les autres cadres doivent se rassembler autour du bloc qui est là pour que nous fassions avancer Gagnoa. Nous allons prendre des initiatives vis-à-vis à l'endroit de ces cadres et nous allons prendre des initiatives sur le terrain également pour que la population comprenne cela, pour que les cadres comprennent cela. Et il n'y a pas d'autre voie possible à Gagnoa. À Gagnoa, le RHDP a remporté, outre la mairie, 3 des 5 postes de députés et dirige le conseil régional. Le ministre de la Réconciliation en mission de paix à Paris, Kouadio Konan-Bertin, a reçu le collectif des artistes exilés en France. Ils ont parlé du retour en Côte d'Ivoire de ces hommes et femmes de culture afin de contribuer au renforcement de la cohésion sociale. Khalid Diomandé, Didier Nguessan.
Une ambiance conviviale pour une rencontre tout aussi spéciale. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kwadwo Konan-Bettin, s'est entretenu avec les artistes ivoiriens exilés en France. Entre autres, Gadji Sely, Serge Kassi, François Kensi, Abou Gallier. Plus d'une heure pour parler de tolérance et de paix. Ces artistes apprécient la démarche du gouvernement ivoirien. Nous nous réjouissons de savoir que la Côte d'Ivoire s'intéresse à notre cas. Le ministre Kakabe a bien voulu nous rencontrer. Nous pensons à la Côte d'Ivoire et nous sommes déterminés à accompagner la réconciliation dans notre pays. Kwadwo Konan-Bettin s'est réjoui de l'adhésion manifeste du collectif des artistes ivoiriens exilés en France au processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas demeurer éternellement dans la guerre. Ça suppose que nous donnions maintenant un temps à la paix. Et le processus a démarré au pays. Nos artistes exilés en France doivent être pris en compte dans ce processus. Ça a été une rencontre fraternelle. Je suis satisfait. Il y a bon espoir que nous puissions donc regarder tous dans la même direction. Et la seule direction qui vaille en ce moment, c'est la réconciliation et c'est la paix. À l'issue des échanges, le ministre Mamadou Touré a témoigné aux artistes la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, à rassembler tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Le général Issouf Koné, investi président de l'association des filles et fils de Siginani, une localité située dans le Denguélé, c'est le tout premier président de cette organisation. Il aura pour mission d'œuvrer au développement et à la cohésion. Souleymane Doni Songui et Rigoré. Le général Issouf Koné reçoit ses attributs qui lui permettent désormais d'accomplir sa mission avec efficacité. Il prend toute sa place dans ce fauteuil royal qui lui donne tous les pouvoirs. À peine installé, le nouveau président de l'association des filles et fils de Siginani dévoile ses ambitieux projets pour cette localité avec en ligne de mire la paix et le développement. Je vous appelle au rassemblement. Ce que je tiens à vous dire, restons unis autour de nos valeurs. Vous m'avez honoré au cours de cette investiture. Je vous en remercie. Je traduis mes remerciements et ma reconnaissance aux ressortissants du Denguélé présents à cette rencontre. Un discours auquel adhèrent pleinement les populations de Siginani. Cet homme de devoir qui a servi toute la nation entière et sans embâche, dont les compétences ont été reconnues par tous, est un digne fils du Siginani qui aujourd'hui, de par votre propre volonté, vous l'avez hissé au rang des chefs de votre association, de notre association des Siginani. Occasion pour les populations de manifester leur joie à travers des chants et danses. Distingué à plusieurs reprises par la République de Côte d'Ivoire, le général Issouf Koné est grand chancelier de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire, grand croix de l'Ordre national de Côte d'Ivoire et grand officier de l'Ordre national du Portugal. Dans le reste de l'actualité, héros de l'indépendance de RD Congo exécuté en 1961, Patrice Emery Lumumba repose enfin sur ses terres natales dans le Sankourou. Son corps, dissous dans l'acide, n'a jamais été retrouvé. Une dent, seul reste de l'homme dans un cercueil exposé au milieu de son village à Unaloua. Une étape importante pour que le deuil puisse enfin se faire. Les habitants sont venus en nombre lui rendre hommage. Le périple s'achèvera le 30 juin à Kinshasa après un deuil national de 3 jours. Et terminons ce journal avec ce rappel. Le président de la République du Niger, qui est à Abidjan, Côte d'Ivoire, pour une visite officielle. Les deux pays renforcent leur coopération. Mohamed Bazoum s'est entretenu avec le président de la République, Alassane Ouattara. Ils se sont réjouis de l'excellence des relations. Les deux chefs d'État ont évoqué les domaines du renforcement de leur coopération. Une coopération bénéfique pour le Niger et la Côte d'Ivoire. Cette visite officielle est surtout l'occasion de signer des accords. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h. Ce soir, le sage nous apprend qu'on ne demande pas de poisson au chasseur quand le pêcheur est à côté. Dieu le voulant, on se retrouve demain.